Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique et un peu pulp du comics, parce que là vraiment on est dans le pulp. On est dans John Carter, dans Tarzan, peut-être pas Tarzan, mais Conan. Dans Conan. Oui. Effectivement, vraiment, c'est ce style-là. On va revenir sur un des comics que j'attendais le plus cette année, et je n'ai pas été déçu une seule seconde. C'est Hélène de Windhorn. C'est Glénat. Sur ça, j'étais super étonné que ce soit Glénat, et je suis super content d'avoir un autre. Je suis super content d'avoir du Glénat parce que c'est pas on a moins l'habitude de bosser avec eux, parce qu'ils ont arrêté de faire il y avait un côté Glénat comique où c'est que du comics, et maintenant ils ont tout mélangé, donc j'avais arrêté de bosser avec eux, mais je suis super content d'avoir pu bosser avec eux, c'est trop cool. Donc on va vous parler donc de Hélène de Windhorn, mais avant je vais dire bonjour à la petite équipe, en commençant par Sophie. Salut Sophie, est-ce que ça va Sophie? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. Et on est aussi avec Diane. Salut Diane. Salut, ça va? Ça va. Diane, d'habitude elle vient que pour Kinaï, mais là c'est pas Kinaï du tout. Ouais. Je pense qu'il faut mieux pas le lire. C'est pas à lire à des enfants. Non. Mais Après, Kina, il y a des thèmes adultes aussi dans certains trucs, mais c'est vrai que c'est plus tout public. Mais là, c'est un peu moins tout public. Ouais, non, Kinaï, ils sont spécialisés jeunesse quand même. Ils font des trucs. Kinaï, oui. Je pense que là, tu peux le confier à des enfants. Juste, tu t'assures qu'il n'y ait pas bouteille d'alcool. C'est ça. C'est vrai que. Peut-être. Tu dis que dans ils appellent alcool, c'est du jus de fruits. C'est vrai. C'est du jus de fruits. Comme dans les animés qu'on regardait quand on était petit, où ils disaient ah oui, ils boivent du jus d'orange. Et maintenant, c'était de la bière. Oui, après. D'ailleurs, pour les gens qui. Non, je voulais juste dire que par rapport au public, je pense que jeune ado, ça peut être ok en vrai. C'est quand même plutôt ok. Voilà. Ouais. C'est l'équipe derrière Supergirl Woman of Tomorrow qui effectivement été un de mes énormes coups de cœur c'est sorti il y a 2 à 3 ans maintenant peut-être. Et ce n'est plus du DC, c'est parti chez Image Comics. Non, je crois que c'est Dark Horse. Je ne sais plus. Bref. Est-ce que c'est marqué? Même pas. Je pourrais pas vous dire si c'est Image ou si c'est Dark Horse. Si c'est Dark Horse Book. Donc Bilquis Lively, Tom King et Matheus Lopez. Bilquis Lively, vraiment moi je suis tombé amoureux de cette dessinatrice depuis Supergirl. Moi vraiment suivez son Instagram est génial. Elle est géniale cette fille. Matheus Lopez, c'est un mec qu'on voit souvent faire de la colo, et là vraiment le taf est dingue. Et Tom King qui parle, si ça parle de dépression un peu, mais pas trop. Donc pour une fois, il sort un peu de ces thèmes habituels. Je sais pas, toi Sophie qui t'en as lu beaucoup avec nous du Tom King. Est-ce que t'as ressenti encore du Tom King ou non, c'est bon, il y avait Alors, quand j'ai su qu'il était écriture, dans ma tête, je fais, oh non, encore du Tom King, ça va être encore. En fait, moi j'avais surtout été. Le dernier qu'on avait lu de lui, c'était avec Wonder Woman, et je trouvais vraiment que c'est écrit avec les pieds. Ah, moi j'avais bien aimé ce Wonder Woman. Oh non, mais c'était abusé. Tu te rappelles pas le nombre de trucs où on s'est dit, ah ok, d'accord, c'est pondu, le truc arrive comme ça, c'est pas du tout préparé. Enfin, vraiment, c'était flemmard dans l'écriture, quoi. Les idées étaient cool, mais... C'est son absolute, non? Hein? C'est son absolute? C'est l'absolute Wonder Woman? Non, c'est pas l'absolute. Non, c'était le... C'est le Historia? Oui, non, attends, non, c'était pas Historia, c'était lequel? C'était le truc avec, les Amazones sont considérés comme sont bannis du pays, et que le président, il
il est possédé par une espèce d'esprit maléfique ou je sais pas quoi. Ça ne dit rien. Un maléfique qui est très mascu dans l'esprit. Je sais plus, je vois plus. Je sais plus, c'est quel le Wonder Woman Tom King. Vas-y, continue. Et donc bref, je me disais, effectivement dans ma tête, oh non, Tom King. Mais non, ça va. Y a pas de, effectivement, le côté un peu, c'est l'impression que des fois tu peux avoir avec Tom King de lire un peu toujours la même histoire. Ah oui, hors la loi. Oui, t'as raison. Hors la loi. Effectivement. Là, pas du tout. Après, ceci dit, on en parle en off. Il y a peut-être quelques petits problèmes d'écriture, comme l'histoire des cassettes. Ou même l'interview, je trouve que c'est pas hyper bien géré. Ces lignes. En plus, c'est très classique, hein. Genre le mec il interviewe quelqu'un qui revient. Oui, c'est vrai. On s'est regardé un film Lovecraftien avec mon mec et c'était ça. T'avais l'interview d'un mec qui du coup reparle du cas. C'était une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft, quoi. Ouais, mais Lovecraft il fait souvent ça. Et après, t'avais un flashback dans le flashback dans le flashback. Je sais pas. Très Poe aussi. Edgar Allan Poe, il fait beaucoup ça aussi. Mais à la fin, ouais, c'est vrai. Mais à la fin, là, après, c'est très effectivement 19e, etc. Et comme l'histoire a l'air de se passer au 19e, je trouve ça colle. Mais à la fin, je me suis dit, attention, là, on a le mec qui a fait l'interview, qui reparle de ses cassettes, un autre mec, etc. Ça fait un peu du flash-forward dans du flash-forward. Mais bon. Un peu, mais c'est pas grave. Je vais donner l'histoire parce qu'on n'a pas fait de pitch encore. Oui. Pour notre façon de fonctionner, parce qu'on a commencé un peu tard et peut-être que Sophie va devoir nous quitter en cours d'enregistrement puisque Sophie doit partir tard. On commence direct par la review, puis on fera les recos après. Voilà, comme ça vous avez, pour une fois on fera comme ça. Peut-être qu'on fera pareil pour les autres, on verra selon la dispo de comment on gère. Voilà, bon si vous n'êtes pas content, bah de toute façon c'est pareil, hein. Donc le pitch, c'est donc Hélène de Windham, qui s'appelle Hélène Cole, qui est la fille d'un écrivain de pulp dans les années 50. Ouais, à peu près. Je pense que c'était années 30 plutôt. C'est avant la première. Oui, il le répète plus. Avant la deuxième, je veux dire. Attends, oui, il le répète plusieurs fois que c'est dans les années 30. Il parle de la guerre en plus. Après. Ah, peut-être. Oui. Ouais, plusieurs fois ils disent que c'est 1930 à peu près. Non. Ouais, de toute façon, le côté un peu western que t'as au début, tu l'aurais pas dans les années après la guerre. C'est vrai. Donc années 30, son père donc était un écrivain de pulp, un peu à la Ron Howard, un peu à la John Carter, donc John William Burroughs. Il y a un William, John Burroughs, enfin le mec qui a écrit Tarzan et John Carter. Donc il écrivait des pulps à la Conan, très John Howard, très à la Conan. Il y a un personnage qui s'appelle Otan, avec un truc derrière, je sais plus, j'ai plus le. Otan n'apporte le Voilà. Fallait faire une... Oui, du coup il s'appelle Otan. Fallait faire un jeu de mots, c'est. Mais oui, je suis chez Julien, du coup je suis obligée. Donc. Son père s'est suicidé et sa fille qui a 16 ans va devoir aller chez son grand-père qui est à Windham, et donc sa gouvernante va aller la chercher et que de surprise, c'est qu'elle va retrouver sa fille, elle va retrouver la fille en prison parce qu'elle était trop bourrée et qu'elle s'est fait têche d'un bar. Et apparemment elle a eu une vie un peu de scandale et un peu de hobo, de passer de ville de passer de ville en ville avec son père. Et apparemment elle n'a jamais vu son grand-père non plus, qui s'appelle Barbaras, un nom avec beaucoup de connotations. Si vous avez Barnabas, c'est Barnabas. Ouais. Et là, c'est comme oui, comme le mec dans la Bible, non? On est d'accord? Alors moi je pensais pas à la Bible parce que la Bible ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je pense à Dark Shadow, mais ah non, mais c'est pas un des mecs qui se fait crucifier avec Jésus, qui est un des bandits. Oula, alors là
Alors, Barnabas est un personnage de la Bible cité dans les Actes des Apôtres. Il est également connu sous le nom francisé de Barnabé, selon les traductions. Et il part avec Paul de Tarse à l'église d'Antioche pour annoncer la décision de l'Assemblée de l'église de Jérusalem. Donc c'est un juif chypriote apparemment. Voilà. De quoi ça parle? C'est quoi sa vie? Bref, enfin bon. Elle ramène donc Hélène à Windhorn, qui est un énorme manoir avec 1 milliard de pièces. Et son grand-père va arriver et on va très vite comprendre qu'en fait son grand-père est le personnage des romans de son fils, puisque il a une porte qui le mène vers une espèce de monde d'heroic fantasy, et on va voir un peu comment Hélène va évoluer à travers de ça. Ouais, je pense que c'est un bon pitch. Le quatrième de couverture, je peux vous le lire, c'est: après la mort tragique de son père Sika Cole, romancier reconnu dans le peuple américain, créateur de personnages de succès tels Otan, Hélène Cole est prise en charge par son grand-père qui la force à venir dans son manoir de Windhorn. Marquée par la mort prématurée de son père pendu, dans ce nouveau monde étrange, la jeune fille adulte sombre dans l'alcool et pour oublier ses tourments, jusqu'à ce que découvre petit à petit les secrets au sein du vaste manoir de son grand-père et commence à s'acclimater et à faire connaissance de l'extérieur des murs et des créatures légendaires semblables à celles qui peuplent autrefois les récits de son père. Et c'est totalement ça, puisque elle va découvrir effectivement un monde de fantasy et un monde... En fait, ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on découvre le récit au travers de récits, puisque ça commence comme beaucoup de récits pulp et récits de cette époque-là, effectivement, avec un mec qui arrive et qui va interviewer la gouvernante qui, elle, est vieille. Je sais plus quel âge elle a, mais vraiment elle est très vieille, et elle raconte son temps qu'elle a passé à Windhorn, et en même temps on a des passages de comics on a beaucoup de covers, on n'a pas trop de passages complètement des romans, parce que c'est pas des comics, des romans de son père, et la personne qui l'interviewe enregistre les entretiens, et au fil du comics les cassettes vont passer de main en main sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et on va voir Hélène évoluer. Moi, vraiment, ça a été, je l'ai dit, enfin, j'attendais beaucoup ce titre, déjà rien que pour le graphisme, parce que déjà, Bill T. Savely, déjà Supergirl, Woman of Tomorrow, c'était beau, mais là vraiment. Après, moi, je suis très très client je sais pas si c'est trop votre cas. Moi, je suis très très client des récits pulp et de toute l'esthétique pulp autour de ces vieux récits là à la Conan. Enfin, moi, les covers de Conan putain, j'ai plus le nom du mec qui a fait ces superbes bref. Tous ces récits-là, j'adore. Et là, vraiment, c'est un superbe hommage à tous ces récits-là. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Hélène, qui est un peu atypique et qui est un personnage féminin vraiment cool. L'univers est intéressant parce que en fait, on nous montre mais que par bribes, et en fait, on peut y placer un peu ce qu'on veut, je trouve, au travers du récit. Et j'ai adoré. Il y a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a certains passages, notamment sans ils essaient d'expliquer le suicide de son père, parce que son père est mort suicidé, et il y a un moment où t'as l'impression qu'ils essaient de t'expliquer pourquoi il s'est suicidé. Et moi, j'ai jamais compris vraiment pourquoi il s'était suicidé. Même s'il y a un moment où Hélène a l'air d'avoir une épiphanie du pourquoi du comment,
on aimerait savoir le pourquoi du comment, mais comme Diane et Sophie, et j'en ai aussi parlé avec Faye qui a lu le bouquin, qui a adoré le bouquin aussi. En fait, est-ce qu'on peut vraiment expliquer un suicide? Bah non, c'est un peu compliqué. Mais il y a des raisons dans le récit. On nous montre certaines raisons qui pourraient être et puis la relation avec son père, quoi, est peut-être une des clés du fait qu'il ait plus accès parce que moi c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il lui donnait plus du tout accès à ce monde que lui a écrit, du coup, parce que il a fait des aventures avec son père, et du coup il a passé le reste de sa vie à écrire les aventures de son père, mais il avait plus accès à ce monde qu'il avait l'air d'apprécier autant que Hélène va l'apprécier. Et ouais, j'ai adoré vraiment. J'arriverai pas à en faire une review comme la semaine dernière. On n'avait pas demandé à Judas de faire de review et de préparer, et il nous a sorti un truc comme ça. Et je suis pas aussi fort que lui, mais j'ai adoré ce titre pour plein de raisons, et bon, surtout graphiquement, mais vraiment je pense qu'on pourra un peu débattre après de certaines choses quand tout le monde aura donné son avis, mais j'ai adoré ce titre, et j'ai l'habitude d'aimer ce que fait Tom King. Je suis assez client de ce qu'il fait d'habitude, et là Bill Kisavely, moi je suis totalement fan. Sophie, t'en as pensé quoi, toi? Alors, moi je suis pas très cliente du pulp façon Narnia, Conan, tout ça. Tu mets Narnia et Conan dans le même panier? Alors non, mais alors déjà parce que Conan, je connais juste le film, j'ai pas lu l'œuvre de base. T'as jamais lu de Howard? Non, ceci dit, Narnia, je crois pas non plus. Quand on m'a dit que c'était très religieux, j'ai fait non, je vais passer mon chemin finalement. Ouais. Surtout que moi, je suis plutôt cliente de son concurrent qui est anti-religieux. Donc du coup, mais en fait dans cette BD, je trouve qu'il y a beaucoup de Narnia aussi, dans le sens déjà l'histoire familiale, et ensuite le monde où en fait tu comprends que les personnages fuient l'arrêté dans ce monde, ouais, où tout a l'air merveilleux et tout et où ils règlent un peu leurs problèmes dans la vraie vie dans ce monde merveilleux. Il y a un peu ce principe-là que tu vois dans Narnia. Avec en plus le côté c'est lié à une maison familiale, etc. Le passage, quoi, tu l'as pas ailleurs. Donc en ça, j'ai trouvé que c'était très Narnia, sans l'aspect religieux, évidemment. Il y a un petit aspect religieux avec la gouvernante, mais c'est pas pareil. Effectivement, c'est un peu plus critiqué. Oui. Par contre, moi, je suis très friande de l'aspect gothique, et je trouve qu'il y a un aspect gothique plus, bon, déjà amené par la gouvernante, hein, voilà. Le manoir, le manoir aussi. Le manoir, la gouvernante qui arrive pour récupérer une orpheline, pour l'amener dans un manoir, c'est genre le début de n'importe quel roman gothique anglais. Hein. Et puis Joseph, le majordome secret, un peu chelou, taiseux, ça c'est clairement ça. Ah ouais, il est super fort. C'est 100% un Alfred, mais avec cet aspect un peu gothique, quoi. C'est ça. Et la maison, franchement, elle est trop, elle est trop belle. Ça m'a rappelé le comics, la maison de comics Minuit, quelque chose, je sais plus comment c'est le titre. Minuit passé. Voilà, Minuit passé. Pareil, la maison incroyable. Tu dis, alors, mon avis, structurellement, il y a trop de végétation pour que cette baraque ne tombe pas en ruine au bout d'un moment. Surtout s'il n'y a qu'un seul bonhomme pour s'en occuper, et qu'en plus il passe plus son temps à entraîner les enfants que. Là, je pense qu'il est un peu magique, le Joseph. Ouais, hein, ouais, il y a des chances. Il y a une gouvernante, deux cuisiniers et le mec magique qui... Ouais. Mais en vrai, moi, ça m'a envoyé des vibes de Bly Manor, quoi. Ouais, il y a des fantômes, et j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas de fantômes dans l'histoire. Après, techniquement, il y en a un peu, parce que on n'arrête pas de parler du père de la fille. Il y a le fantôme du père qui est très présent. Un peu à la façon Rebecca, quoi. Voilà. Et finalement, il y a la mère aussi qui est présente. Et la grand-mère aussi. C'est l'un des grands mystères du truc, c'est que on dit que la fille, elle ressemble vachement à des personnages magiques de ce monde,
Et du coup, t'as la question, est-ce que en fait sa mère, dont elle n'a jamais vraiment entendu parler, qu'elle a jamais vraiment vue, elle viendrait pas de ce monde en fait. Ce qui expliquerait pourquoi il est aussi dépressif, le père, d'avoir dû abandonner ce monde. Donc voilà, et ça joue très bien la carte du mystère là-dessus. Bah d'ailleurs, moi je me suis dit, c'est pas possible, on va faire un tome 2 parce qu'il y a beaucoup trop de questions qui sont laissées mais moi je veux un tome 2. Enfin, en suspens. Et je pense que c'était un peu fait exprès. Un peu comme certaines séries où quand ils veulent absolument qu'il y ait une saison 2, ils laissent toutes les questions ouvertes en suspens en mode regardez, on a fini, mais en fait, je pense que le spectateur va réclamer une saison 2. Ah, mais moi j'aimerais trop. Hein. C'est pas marqué tome 1 dessus. Et je sais pas s'il y a eu d'annonces. Mais ouais, mais j'aimerais trop. Hein. Vraiment, et en plus il y a quoi faire, je pense. Oui, les dessins sont assez cool. Franchement, la dessinatrice pourrait clairement faire un jeu de tarot avec les personnages de l'univers. Ce serait assez cool. Je pose ça comme suggestion. En même temps, moi, la dessinatrice, elle dessine un caca, je trouve ça génial. Vraiment, elle a un belle question. Mais ouais, c'est très... Attends, c'était quoi le mouvement? C'est presque Art Nouveau parfois, un peu un mélange de plein de choses, mais Art Nouveau est clairement ce qui ressort. Ouais, avec les cheveux, avec la végétation, etc. Ouais. Elle aime bien tous ces arrière-plans. Il y a des espèces de trucs vaporeux. Ou même tu vois quelqu'un qui fume, direct la fumée. La fumée, elle est très graphique, ouais. Ouais, elle est trop forte. Elle est vraiment. Ouais. Trop forte. Et toi, Diane, t'en as pensé quoi? Et ben du coup, alors moi je l'ai vraiment lu avec grand plaisir. J'étais contente de découvrir un peu tous les arcs narratifs entre guillemets, parce que du coup on en parlait un petit peu, mais il y a du flashback dans du flashback, et c'était assez intéressant, notamment la gouvernante, donc on la découvre dans l'histoire, qui va chercher la jeune Hélène, mais en fait c'est parce qu'elle est interviewée par est-ce qu'on sait son nom? Thomas ou un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est Thomas ou quelque chose comme ça. Elle est interviewée par un spécialiste de CK Cole, donc celui qui écrit tous les pulps, le père de Hélène. Le biographe donc passionné de ce mec va chercher des gens qui l'ont connu ou qui ont connu des gens de sa famille, etc. pour vraiment être le plus accurate possible par rapport à la biographie. Et donc on découvre la gouvernante, toujours vivante, vieille, voilà, avec un peu toujours sa dévotion à Dieu et tout ça, et son côté très bien rangé, bien moral, et tout. Et en fait ça va changer un petit peu quand même au fur et à mesure du récit. Ça c'est super intéressant. Et du coup comme tu disais, du coup c'est que il y a beaucoup de questions qui se posent et très peu il y a pas beaucoup de réponses. Donc moi j'ai été un peu frustrée par cette fin que j'ai trouvée un peu trop ouverte et un peu trop du coup on sait pas, ça s'arrête un peu d'un coup, et du coup je trouvais ça un peu dommage, parce que justement quand tu retournes voir la tranche ou la couve, il y a pas écrit tome 1, donc tu te dis bon bah c'est mort. Ils vont pas faire une suite. Est-ce que c'est voulu vraiment, est-ce qu'ils posent ça pour faire une suite? Ça serait super, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de la faire? Je sais pas. En tout cas, oui, c'est un récit qui est chouette, qui est super prometteur. Les dessins sont trop beaux, et j'aime beaucoup, on va dire le monde très pulp, très Conan, très mec en armure et meuf à poil, de la fantasy. Voilà, c'est hyper cliché, et en même temps ça sort un peu des canons, parce que justement Hélène elle s'élève contre ça. Elle est en mode j'ai déjà lu des récits où les meufs elles sont toujours en train de s'enfuir, moi j'ai pas envie de m'enfuir, et puis les créatures sont stylées aussi, les espèces de corbeaux, ils sont
cool et tout. Donc voilà, donc il y a plein de choses très intéressantes. La sorcière du passage, elle est sympa. Enfin voilà, il y a quand même plein de petites choses un peu disséminées par-ci par-là qui sont cool et en fait qui auraient mérité un peu plus d'exploitation, un peu plus de je sais pas comment le formuler, mais je pense que j'en voulais plus en fait. J'en voulais plus. Et après je me dis, est-ce que du coup c'est aussi parce que c'était pas le sujet? Parce que le sujet c'était clairement le deuil et le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer à l'échelle d'une famille avec les non-dits et tout ça, et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça, et ça c'était une chouette évolution, j'ai trouvé. Donc ouais, parce que aussi la question de prendre ses parents pour modèle, ok, mais est-ce que les parents ils valent vraiment le coup d'être pris pour modèle? Enfin voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui se posent. Puis en plus on a le regard extérieur de la gouvernante en plus qui est complètement dépassée par justement le fantôme de C.K. Cole, dont on connaît pas vraiment le prénom d'ailleurs, même le père l'appelle C.K. Ah ouais? Ouais, parce que quand elle fait ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit peut-être que ça va être expliqué plus tard. Et okay. non, c'est pas du tout expliqué. Je sais pas si tu te souviens, au début, elle écrit sa tombe, parce que c'est elle qui oui, le truc de Shakespeare là. Ouais, et elle dit meilleur. Donc c'est Christopher Krieger Cole. Ah oui, ok. Et d'ailleurs, j'ai la date du coup, c'est parce qu'il est né en 1900 et il est mort à 35 ans du coup en 1935. Et elle a fait écrire sur sa tombe, il y a un ange sur la tombe, et elle a fait écrire meilleur que Shakespeare. D'ailleurs le romancier, le mec expert en C.K. Cole dit mais il y a plein de théories sur cette truc, on savait pas, les gens disent que c'est la dernière chose qu'il a dit ou je sais pas quoi, et en fait non, c'est dit tout ça. Je sais plus je crois qu'il s'est dit un peu plus tard, c'est quoi ses dernières paroles. Mais en réfléchissant avec vous, je suis désolé. Après, est-ce que c'est spoilable? Parce que vraiment, Est-ce que c'est pas une question que tu te poses à chaque BD? Est-ce que découvrir En fait, il y a un truc. À chaque moment, je me suis dit ça a une explication. Genre par exemple, tu parlais de la sorcière du passage, elle va faire un truc sans vous le dévoiler, parce qu'on la découvre, donc cette sorcière à qui il faut donner une dent à chaque fois pour pouvoir rentrer. Elle va la voir une première fois avec son grand-père qui l'amène et qui lui montre comment on fait pour rentrer, et au bout d'un moment son grand-père va lui dire non, tu ne reviens plus avec moi, parce que vous comprendrez pourquoi, et elle va faire quelque chose après pour pouvoir rentrer, et je me suis dit tiens, est-ce que ça a un sens particulier, parce que c'est censé peut-être dire quelque chose, et il y a plein de moments où je me suis dit ça il y a un sens caché derrière ce truc, comme la mort du père, qui à chaque fois je me suis dit peut-être que ça veut dire quelque chose. Avec Faye, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce que en fait, parce que il y a un moment où la gouvernante voit vraiment des trucs fantastiques, donc elle peut pas dire oui, tout a été inventé. Mais moi je me suis demandé aussi si c'est pas en fait Hélène qui fait le deuil de son père en narrant les bouquins de son père à la gouvernante, qui elle va les prendre comme des aventures qu'elle a eues avec son grand-père, et en fait c'est comme ça qu'en fait tout ça c'est pas vrai, c'est juste l'imaginaire de son père qu'elle essaie de s'approprier et de se Sophie, elle est pas d'accord. Elle le sous-entend de temps en temps, mais le premier qui utilise cette tactique de dire non, ce sont que des histoires, c'est le grand-père en fait. Et bien souvent, il utilise ce truc pour fuir
le fait de parler des vraies choses. Et on en revient à... Enfin, après, moi, ma théorie, c'est que il y a pas de meilleure manière que de parler de sujets profonds que le fantastique et la SF, parce que ça permet de parler de sujets qui sont, si on en parlait frontalement, trop difficiles à vivre, quoi, ou à entendre, et que c'est plus facile d'en parler et d'approfondir un sujet avec de la SF ou de la fantasy ou fantastique. Effectivement, on en parlait déjà la semaine dernière. Et je pense que c'est encore le cas ici. Après, je pense que ça fait exprès de jouer tout le temps là-dessus. Genre, est-ce que la mère, elle vient de ce monde-là ou pas? Est-ce que ce monde-là, ils l'ont imaginé ou pas? Voilà. Après, sinon, ce serait pas du fantastique, ce serait de la fantasy. Est-ce que Joseph n'a pas drogué absolument tout le monde finalement? C'est l'hydromel en fait, c'est l'hydromel qui a un problème. C'est ça. Mais déjà, moi, il y a... Alors, ça pourrait être, sachez qu'il y a une maladie d'alcoolisme, enfin de gens qui sont avec un alcoolisme très fort, je crois que ça s'appelle Korsakoff. Et en gros, t'as des hallucinations, ça ressemble à la psychose et à la schizophrénie. Et pourquoi pas? Ça peut être une piste. Après, ça touche surtout les personnes. Donc, je suis sûr que tu connais cette histoire. Excuse-moi, je te coupe. Il y a une histoire aussi avec c'est tout un village en France qui est parti en couille et tout le monde a vu il y a une période où c'est comme si tout le village avait pris du LSD. Parce qu'en fait. C'est parce que c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Je te rappelle que l'ergot de seigle. LSD, alors c'est pas exactement la même chose, mais oui, il y a des trucs en commun. Action sur le cerveau humain. Donc en fait, c'est le pain. Plusieurs. Les boulangeries du village avaient été toutes contaminées par la même farine. Mais en fait, ça arrivait très fréquemment avant. C'est pour ça qu'on s'est mis à voir que de la farine blanche. Avant, le seigle était beaucoup plus utilisé. Mais il y a eu aussi l'histoire des danseurs fous à Strasbourg, je crois. Ouais, il y a eu plusieurs villages un peu touchés par ce genre de choses. Ouais. C'est ça. Et alors c'est pire que l'LSD parce que je crois que si c'est pas soigné, si ça perdure, tes membres nécrosent. Ah d'accord. Ah oui, parce que tu peux continuer. D'où la sensation de brûlure qu'ils ont. En général. Ah ouais. C'est la nécrose qui commence. Voilà. D'accord, ok. C'est sympa. C'est sympa comme maladie. D'ailleurs, je me pose la question, Diane, parce qu'on en a parlé avec Judas, on en a parlé un peu avec Sophie. Est-ce que toi, t'as une take sur parce que je parlais de quelqu'un qui m'avait dit que on a déjà expliqué plein de fois la littérature blanche, la littérature noire. Est-ce que toi, tu vois une parce que effectivement, d'ailleurs, la gouverne le dit quand Hélène dit est-ce que vous avez lu des bouquins de mon père, elle a dit bah non, c'est pas assez convenable pour c'est pas dans les canons de la littérature. Ouais. Est-ce que t'as une take en tant que libraire non, moi je te mettais libraire fantasy, mais en fait t'as pas vraiment de case spécial fantasy. Plutôt imaginaire à la limite, mais c'est quoi ta question? C'est de savoir si je fais une différence entre les littératures imaginaires et la littérature. Ouais. La différence c'est que l'imaginaire c'est mieux. Oui, je suis d'accord. Bon, tu prends les gens qui disent oui, la vraie culture c'est la littérature blanche et que la noire c'est de la sous-culture. Désolé pour eux en fait, c'est qu'ils vivent dans un monde super étriqué en fait, parce que ça c'est comme pour tout, tu vois, c'est comme les gens qui disent mais les jeux vidéo ça rend violent. Enfin à un moment juste tu connais pas le sujet quoi, donc ça c'est pas c'est triste, retourne devant BFM et puis voilà quoi, enfin tu vois. Non mais c'est ils sont quand même plusieurs auteurs de SF à dire qu'ils ont du mal à continuer à écrire de la SF parce que la réalité les a dépassés quoi.
Ah oui, mais clairement, enfin, de toute façon, tu le vois, hein, bon, on n'est clairement pas dans un monde très joli, et on va pas vers du mieux, notamment, mon regard se tourne vers les États-Unis, la Chine est pas mal non plus dans le genre, donc franchement, non, clairement, on n'est pas, en termes de SF, on y est, là. Va falloir justement commencer à continuer comme Becky Chambers et voir des futurs plus radieux, là, parce que ça suffit, voir des catastrophes, parce qu'elles arrivent. Donc non, mais après enfin moi je suis convaincue intimement que l'imaginaire ça parle de nos situations actuelles en ayant enfin voilà, et que ça nous aide à réfléchir et à mieux appréhender le monde, et que ça aussi ça peut nous ouvrir l'esprit ou le fermer, parce qu'il y a clairement aussi des gens qui sont dans les domaines geeks et tout ça, qui se tournent vers l'extrême droite et compagnie. Forcément. Voilà, c'est ça, c'est que ça, c'est, on va dire, c'est toujours les bons côtés, les mauvais côtés. Mais pour moi, la littérature, on va dire classique, la littérature blanche n'est pas au-dessus de la littérature de l'imaginaire. De toute façon, j'en lis très peu, moi, de la littérature blanche. Ça m'arrive d'y toucher si on me dit ah mais ça, il faudrait vraiment que tu lises. Et d'ailleurs, il y a des auteurs de littérature blanche qui se servent de tropes ou de mécanismes qui sont, enfin, ils empruntent au fantastique, ils empruntent à la fantasy, ils empruntent à la SF. Donc tout est lié. Enfin, à un moment, c'est juste que t'as le côté élitiste qui fait ah mais non, moi je le range pas en SF, je le mets en littérature. Ah oui, d'accord. Bah, c'était Bernard Weber qui disait, j'avais dit ça dans une interview, qu'à partir du moment où t'es connu, en tout cas en France, même si tu fais du genre, et ben tu finis par rentrer dans la littérature blanche, parce que genre ça, c'est bon, t'es officiel, ça, l'élite t'a approuvé, quoi, en gros. C'est ça. Sauf quand t'es une femme qui fait de l'imaginaire, là tu vas en jeunesse. Voilà. Oui, et même les femmes, les reines du polar, elles sont jamais rentrées dans la littérature blanche, hein, donc. Ah oui, clairement. On avait oublié certaines autrices anglaises qui ont participé à la création même de certains genres, donc bon. Absolument. Bah, c'est ce que je disais avec Judas, à l'époque où sortaient les trucs de Jane Austen ou des frères Brontë, ou des sœurs Brontë. C'est son apogée. Des sœurs Brontë, elles se faisaient les sœurs Brontë, enfin Emily Brontë, elle a écrit les Hauts de Hurlevent, elle l'a écrit sous un pseudonyme, donc pour le coup mais ça c'était décrié, alors que maintenant tout le monde dit que c'est des hauts sommets de la littérature. D'ailleurs, ils sont étudiés et tout ça. Ouais. Moi, il faut que je relise les Hauts de Hurlevent, parce que faut que je les lise simplement, parce que je ne les ai jamais lus en entier. Parce que le film de Emerald Fennell, excusez-moi, me donne trop envie, même s'ils ont whitewashé le personnage principal. Bon. Déjà, d'avoir fait ça, c'est que t'as rien. Et c'est qu'ils ont pas compris grand chose au bouquin, je pense. Mais bon. Ouais. Mais on verra. Peut-être que on verra bien. Mais le livre a l'air, j'en ai entendu plein de super retours, donc il faudrait que je le lise. Parce que j'ai jamais, et du Jane Austen, Faye on a parlé plein de fois, et j'ai vu certaines adaptations, Orgueil et Préjugés notamment, merde, Emma, c'est de elle ou pas? Oui. Ouais, je crois que je l'ai vu aussi, mais j'aime bien ce genre de truc, c'est cool. Donc ouais, il faudrait que je le lise. Et même j'ai appris encore une fois, désolé Sophie, je reparle de Marie Shelley, je sais que tu n'es pas Marie Shelley, mais au début elle l'avait pas signé, son bouquin, pour pouvoir le sortir. C'était bref. Ah non, mais je te dis, j'ai rien contre Marie Shelley, c'est juste que moi, Frankenstein, j'ai pas arrivé à le lire en entier, parce que je te dis, les personnages masculins sont insupportables, voilà, c'est tout. Il y a que des personnages masculins en plus, non? Oui. Il y a sa sœur à un moment, mais elle crève vite, non? Et puis après c'est finito, il y a plus de meuf. Ouais. Bref.
On va Puis revenir aussi surtout le docteur qui est un gros psychopathe quand même, rappelons-le. Donc, Bah tous, hein, enfin oui. Même le monstre dans le livre, il est pas très. C'est Bah, pas le monstre gentil qu'on voit dans les films. Non, il est dépressif au point de. Si je peux emporter tout le monde avec moi, c'est ok quoi. Bah, en même temps, il est oui. Bah moi je comprends, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous aviez un autre truc à dire sur on a fait court sur le titre alors qu'il est tellement cool mais bah, en même temps c'est dommage si on va s'étendre trop parce que il y a il y a quand même faut qu'on laisse un peu de quoi découvrir les gens, lire et découvrir, voilà, c'est ça. Et ouais, non, puis on a tous aimé, donc on n'a pas non plus c'est le problème quand on aime un truc, c'est qu'on est là en mode c'est super, lisez-le. Alors que quand on aime un truc, on a tendance à tout décortiquer en disant oui, alors actually, ça l'est pas, ça l'est pas. Donc en vrai, c'est plutôt bon signe quand on fait les cours comme ça, c'est qu'on est tous d'accord. Quoi du personnage du grand-père? Après, c'est un peu cliché ce genre de personnage. Ouais, bah oui, totalement. Bah, c'est Conan, hein. Bah mais c'est aussi le grand-père d'un Chronos, tu vois. En fait, c'est tous ces personnages de patriarches un peu genre en mode moi je sais, toi tais-toi, et qu'on a du mal à apprécier, hein, à comprendre. Il est très aussi un peu Lovecraftien comme personnage, quoi. Un peu contaminé par l'univers où il va, et à comprendre le monde des vivants, des gens normaux. Et mais il est intéressant. Voilà. Finalement, en le découvrant au fur et à mesure, il a peut-être un bon fond. En tout cas, il n'est pas non plus complètement antipathique. De toute façon, tous les personnages ont des nuances, et ça qui est intéressant. Puis il se découvre au fur et à mesure. Il y a juste un truc qui m'a turlupiné, c'est dans le dessin. Je trouve que les dessins sont incroyables, mais au niveau du vieillissement des personnages, genre moi j'ai eu l'impression que la gouvernante et la jeune fille avaient le même âge. En termes de dessin, il n'y a pas trop de... Ouais, elle fait pas 16 ans, elle fait plus mature. Non. Elle fait plus mature. Ouais. Oui, je pense ça oui. Non, je sais pas. Hein? Je sais pas non plus. Hein. Je pense que c'est fait exprès de la mettre mature. Enfin, c'est compliqué de dessiner une gamine de 16 ans. T'as des grosses... Tu mets des petits boutons d'acné. Je veux dire, de dessiner pour une meuf de 16 ans. Moi, à 16 ans, c'est ce que je faisais. Hein, mais c'est peut-être compliqué de dessiner un ado en train de se taper des énormes bitures. On a tous fait ça, je crois. Et après, quand on a des enfants, on fait genre non, pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. Vous avez pensé d'ailleurs, bon, on parle de ça, qu'est-ce que tu as pensé du personnage d'Hélène? Est-ce que c'est un personnage auquel tu as réussi à t'accrocher et à t'identifier? Ouais, je trouve qu'elle est... en fait, on comprend... bon, déjà, l'histoire se passe dans les années 30. Alors, par contre, petit point, les années 30, il n'y avait pas... l'alcool n'était pas interdit aux États-Unis à ce moment-là. Il n'y a pas eu la prohibition, c'est les années 20. Et ça parle pas du tout. Mais du coup, je me suis demandé si le monde dans lequel ils étaient, c'était même le monde réel tel qu'on connaît, c'était un monde de fantasy. Parce que justement, ils parlent pas du tout de la prohibition. Et je me dis, mais ils sont aux États-Unis. C'est les années 30, il n'y avait pas de prohibition, non? Bah, il me semble que si, non? C'est les années 20, la prohibition. Attends, je regarde. Je vais regarder. Ah bah voilà, elle est partie. Oui, parce que là, elle prend la tequila. De 20 à 1933, effectivement. Donc, là, pour peu que ce soit... ouais, après, bon... Il y avait quand même toujours des lieux oui, boire. C'est sûr. Et en plus Hélène du coup a accès à une cave et ça les riches ils avaient quand même un peu on va dire la tranquillité là-dessus d'avoir leur propre cave, j'imagine. Il a pas l'air de trop se faire visiter par les autorités, ils ont l'air loin d'être loin de tout, donc effectivement, mais c'est vrai qu'il y a quand même pour le manoir il y a quand même une grosse vibe anglaise, je trouve quand même. C'est vrai que les lieux au début ça fait très western, très machin, et ensuite vibe anglaise, et c'est le truc qui m'a fait un peu poser des questions, c'est on parle pas de ils sont censés comme être aux États-Unis, il me semble. On parle pas de la prohibition,
Et on parle pas non plus de la crise économique qui normalement a dévasté le pays. Les gens étaient pauvres comme. Alors, Oui, c'est en plein Dust Bowl. Donc, ouais, c'est ça. Ils sont dans la zone en plus. Elle dit que son père il était pauvre, etc. Donc il y a cette notion. Oui, ils vivaient dans la pauvreté, ouais. Mais voilà. Et après ils arrivent au manoir et voilà. Et donc il y a 2 ou 3 petits moments où je me suis dit tiens, le côté historique. J'ai pas la vibe années 30 quoi. Dans les dessins oui, dans les illustrations, mais dans l'écriture de ce qu'il nous a raconté, je me dis, moi j'ai eu l'impression que c'était genre pas notre monde exactement, ils mettaient dans de la fantasy pure. je sais même pas s'ils disent l'état où ils vont. Oui, c'est vrai, ça pourrait. En train de chercher. En plus de ça, très vite, ils parlent de les dieux et genre ça a l'air de choquer personne, alors qu'à la base c'est savoir qu'un seul paysage. Il y a que les gouvernants. Il y a personne qui visite ce fameux univers. Je me dis, c'est bizarre que les autres ils réagissent pas quand il dit les dieux quoi. Alors au début elle est à San Antonio, donc effectivement elle est en Californie, en plein Dust Bowl. Et il y a une vibe Dust Bowl. Je le rappelle encore, bon, je crois qu'on l'a dit 40 000 fois. Regardez l'épisode qu'on a fait sur Carnival. Et vous comprendrez ce que c'est le Dust Bowl. En gros, c'est un moment où c'était pas cool de vivre aux États-Unis, surtout si vous étiez un paysan. Donc au début, elle est à San Antonio, mais je sais même pas si elle dit quel est l'état où est Windhorn. Non, je crois qu'elle c'est pas mentionné. Non, elle mentionne juste le fait qu'elles sont dans un train couchette et que voilà quoi, c'est un peu. Et que c'est bien d'avoir de la thune. Sous-entendu, elle avait vraiment rien. Mais ah oui, après, d'avoir de la thune. Essayer d'être un auteur et de vivre juste de son écriture, quelle que soit l'époque, tu es pauvre. À moi, ça s'appelait Alexandre Dumas et d'en avoir absolument rien à péter de tes factures, mais tôt ou tard, ça va te retomber dessus. C'est vrai. Ou sur tes héritiers. Mais ouais, lisez Hélène de Windhorn et soutenez vraiment. En plus, je tiens à le dire, l'édition est magnifique. Il y a un superbe effet de. Non, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais me mettre en grand pour que vous voyez bien. Vous ne verrez pas vous, mais je montre aux filles. Tac. Ma caméra est dégueulasse donc. Il y a un petit effet de. Ah oui, c'est vernis sélectif. Ouais, petit vernissage sélectif. Même la couverture est en vernis sélectif. Avec le petit. C'est très très beau. Il y a des petits bonus à la fin. Je sais pas si vous aviez les bonus dans le PDF. Si, oui. Si, avec les couvertures alternatives. Ouais. Mais en fait, l'intérieur est tellement beau que quand tu regardes les covers alternatives, tu dis ouais bon. Pourtant il y a des mecs, il y a du Fabio Moon, il y a du Greg Smallwood, mais en fait c'est moins beau que c'est moins beau que... il y a Elsa Chartier qui a fait un. Après il y en a qui ont quand même chopé une bonne vibe, pas toutes, j'ai pas été fan de toutes les couvertures, mais il y en a quand même qui ont fait une vibe sympa. Celle des Chartier. Notamment, je trouve la couve de Fabio Moon, Hélène a l'air d'avoir 16 ans. Alors que dans les autres, beaucoup moins. Si dans celle Greg Smallwood aussi, elle a l'air jeune. Elle a vraiment une petite tête de jeunette qui va bien. Et alors que dans les autres, ouais, la gouvernante est un peu plus. David Mack, elle est cool aussi. Alors c'est laquelle? C'est la dernière, c'est qu'on t'a montré là. La dernière. Ah, je suis pas fana pour le coup. Mais la couve. Elle est jolie, mais. La couve. Je trouve que ça fait moins. Oui, la vraie couve, par contre, est vraiment. Avec les armes derrière et tout, c'est trop beau. Vraiment. C'est très beau. Alors, moi, il y a une petite partie de moi qui s'est dit, ça, c'est ok, la bouteille d'alcool sur la couve. Oui, c'est avec vrai. le wave, hein. Ça passe ou ça passe pas? Ah, t'as le droit de montrer de l'alcool sur. Je sais pas. Alors si tu montres de l'alcool, il me semble qu'il faut pas voir la marque. Bah là, il y a pas de marque. C'est le problème. Et ensuite, je crois qu'il faut qu'il y ait une mention comme quoi c'est pas bien. Quelque part, c'est pas bien l'alcool. Et c'est pas bien aussi de casser les bouteilles et de boire comme ça. Tu te coupes. Hein.
quand tu. Oui. C'est super dangereux. Oui, c'est vrai que la scène où elle fait ça, comme ça. Non, mais tu vas te couper là. Tu vas juste avaler du verre en fait. Oui, c'est ça. Moi, quand j'avais pas de tire-bouchon, je poussais le bouchon à l'intérieur. Donc ça avait un goût de bouchon, mais. Ah oui, ça c'est classique ça. La technique. Ouais. Mais, technique de soifard. La technique, j'ai jamais testé la technique de j'éclate la bouteille et je bois comme ça. Ne teste pas parce que c'est super dangereux parce qu'il peut y avoir des micro bouts de verre qui vont dans le liquide et donc le décès finalement. C'est pas fou. Mais du coup, je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui sabre du champagne avec un sabre. Si. Moi je l'ai fait. Si tu rates ton coup, c'est mort. Avec du verre dans la bouteille, hein, voilà. Ouais, donc tu jettes la bouteille quoi. Ouais. Moi je l'ai fait en cours parce que j'ai fait, je sais pas si je l'ai dit dans une émission déjà, mais j'ai fait un lycée hôtelier et on sabrait les bouteilles de champagne. Enfin, on l'a fait une fois. Voilà. Et je crois que j'ai pas réussi à le faire. Enfin, je me souviens plus. C'est pas évident, hein. Ouais. Bon, tout un geste à avoir. De niquer la bouteille, je dis non. C'est ça, c'est que souvent en plus c'est du champagne, donc genre ça coûte bien cher. Non, mais nous on le faisait avec du champomis. Dans la cafétéria ou les trucs comme ça. Oui. Après, tu peux faire ça avec du cidre fermier parce qu'en général c'est bien explosif le cidre s'il est bien fermé. C'est vrai. Mon grand-père il faisait son propre cidre. Enfin bref, c'est ma vie. Moi, mon arrière-grand-père, il faisait sa propre eau-de-vie de Mirabelle, voilà. Et il a dû arrêter parce que, en fait, à chaque fois il allait du coup en vente dans les bars, quoi. Il était paysan, donc bon, c'était une partie de son gagne-pain, quoi. Et en fait, il a dû arrêter parce que, tu sais, il passait dans les bars, ils font mais bois un verre, et genre il rentrait après. Et sa femme, elle l'engueulait. Et lui, elle me sentait pas frais, quoi, le lendemain pour bosser. Des instruments un peu dangereux quand t'es paysan. Vous avez pensé que tu parlais de la prohibition, les mecs qui faisaient leur propre alcool et qui finissaient aveugles parce que ça c'est parce qu'ils mettaient oui, ils savaient pas faire l'éthanol comme il faut. Et du coup, après c'est peut-être qu'ils le faisaient parce qu'en fait quand tu fais ton alcool c'est aussi la base que tu utilises, il me semble, et que dans certains cas pour des raisons économiques tu prends l'éthanol et du coup t'as mauvais alcool. C'est pas qu'un manque de savoir-faire, c'est aussi le fait de pas vouloir mettre un peu plus d'argent. On va passer aux recommandations culturelles et on pourra voir Sophie pour les recommandations culturelles, c'est trop bien. Moi, qu'est-ce que je vais vous recommander? Je vais piquer la place de Faye. Je vais pas vous recommander tout l'album entier parce que les gens vont râler, mais il y a l'album de Taylor Swift, donc The Life of the Showgirl. C'est ça. Life of Showgirl. Qui est sorti. Bon, l'album est cool, vraiment. Moi, j'avais préféré celui d'avant qui était un peu plus désespéré. Là, on sent qu'elle est fiancée, donc elle est contente. Elle est heureuse. Oh non. Elle est heureuse. Donc elle fait des trucs. Moi, j'aime bien les. Elle a fait une chanson sur Ophélia, je sais pas si c'est synonyme du bonheur cette histoire, mais bon. Elle a fait une chanson sur Ophélia, finalement. Clip, mais en fait, elle raconte que pour les gens qui ne sauraient pas, d'ailleurs, le clip qui est sorti, c'est Fate of Ophelia, donc le destin d'Ophélie. Pour les gens qui ne sauraient pas, Ophélie, c'est un personnage de Hamlet. Qui est, d'après ce que j'ai compris, c'est l'amante d'Hamlet, la fiancée d'Hamlet, et en fait Hamlet fait croire qu'il est fou et tue son père, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, en gros, Hamlet, il est persuadé que son oncle a tué son père. Ouais. Mais il voit le fantôme de son père qui lui dit venge-moi. Donc du coup, il veut tuer absolument son oncle et en fait, il en a absolument rien à péter des conséquences pour les gens autour de lui. Ouais. Et Ophélia meurt, je sais plus si elle se suicide ou si elle se suicide à cause de lui parce qu'en gros, il fait absolument pas gaffe à elle et qu'il la met dans une merde noire, quoi. Faye m'a raconté, bon peut-être que Faye se trompe, mais qu'à un moment il veut tuer son oncle et oui, il veut tuer son oncle, ouais. Ouais, et il croit avoir tué son oncle, mais il tue le père d'Ophélia.
par mégarde en croyant tuer son oncle alors que c'était son père. C'est impossible, Shakespeare quoi. Ouais, voilà. Et du coup, et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est Ophélia est un personnage vraiment secondaire dans la pièce, et sa mort, ce n'est juste une ligne de dialogue. C'est la daronne de Hamlet qui dit Ophélia est morte noyée. Bref, voilà. Et dans les années, je sais pas, il y a une époque de la, je vais pas donner de date parce que je sais pas. Il y a. C'est romantique. Ouais, l'époque de la croix et tout. Ouais, les gens se sont dit oh ce personnage est génial et ils ont fait tout un truc. Il y a tout plein de gens qui ont fait des trucs. C'est le principe de la fanfic. Et notamment. Après. Ouais, voilà. Ça a aussi un lien avec l'histoire de la belle morte. Donc les romantiques, ils ont un petit côté problématique avec les femmes, c'est qu'ils les trouvent belles que quand elles sont mortes. Et si on regarde bien les peintures des romantiques, 95% des meufs sont mortes. Et pour ce qui est du mythe d'Ophélia, il est à raccorder avec un fait divers un peu glauque où on a retrouvé une meuf noyée dans la Seine. Et genre tout le monde s'est dit, elle est trop belle, peignons-la en Ophélia. Et c'était le cadavre d'une meuf quoi, et d'une meuf en plus qui avait un dessin trop triste parce que genre on n'a jamais réussi à savoir qui c'était, on n'a pas retrouvé son identité. Donc genre il y a sans doute sa famille ou des gens proches d'elle qui la cherchent encore peut-être, enfin qui la cherchaient à ce moment-là. Ils ont pas fait son visage. Ils l'ont peut-être reconnu dans ces putains de tableaux en plus. Son visage il a pas été calé pour je crois ils ont calé son visage pour apprendre aux gens à faire les trucs de premiers soins ou je sais pas quoi. Il y a pas un délire comme ça? Ils ont peut-être gardé son visage. Après, à l'époque, il y avait la pratique du masque mortuaire de toute façon. Mais son masque mortuaire a été beaucoup utilisé, je crois, pour c'est cette idée me souvient. Et Faye m'entend en direct. Et elle dit j'entends tout, dis pas de bêtises, Taylor c'est la best. Oublie pas que c'est les coulisses de la vie d'une showgirl. Dis tes préférés. Donc mes préférés pour l'instant, c'est Elizabeth Taylor. Il y a un épisode, il y a une chanson qui s'appelle Elizabeth Taylor et qui parle d'Elizabeth Taylor et qui est très cool. Elle me dit après parle du j'ai relancé l'album à cause de toi. Elle l'a écouté 40 000 fois déjà. Mais bon, bref. Et effectivement, mais c'est un truc qu'elle fait depuis un moment. Elle le faisait déjà dans l'album d'avant. Elle parle beaucoup des artistes qui ont été féminines, qui ont été cancel. Elle parlait de Clara Bow, par exemple, qui était une artiste qui a été un peu oubliée dans l'histoire, alors qu'elle était super importante. Et donc, je disais, Ophélia, ça a été un personnage qui a été repris, notamment par un peintre en particulier, qui a relancé un mouvement de peinture, j'ai plus le nom du mouvement de peinture en Angleterre, mais c'est un mouvement de peinture en Angleterre où il a dessiné Ophélia qui se noie, mais la meuf est noyée, entourée de fleurs autour d'elle et tout. Et le tableau est très très beau et elle l'a repris. Regardez le clip Fate Ophélia, parce qu'en fait c'est plein d'historiques de partout. Le clip est d'une beauté incroyable, vraiment je trouve toutes et je sais pas, est-ce que t'as vu la cover de l'album, Sophie? Oui, et je vais même regarder la vidéo. Arte a fait une vidéo sur la communication de Taylor Swift elle est vachement bien cet album. Et c'est plein de bons conseils pour les gens qui essayent de communiquer sur ce qu'ils font de manière artistique. Tu trouves pas qu'il y a Laura Palmer dans la cover? Si, mais voilà, l'image de la belle morte de Ophélia, elle est présente dans énormément de choses de pop culture. C'est vraiment pour moi effectivement le Laura Palmer quand il la retourne et qu'elle est comme ça, il y a un côté très Ophélia effectivement. Et du coup, c'est joyeux parce qu'elle dit, parce qu'elle parle de son mec, le joueur de football américain, qu'en fait il l'a sauvé du destin d'Ophélia. Donc c'est positif parce qu'elle c'est une déclaration d'amour en fait. Elle est en train de lui dire j'étais déprimée et grâce à toi maintenant je suis heureuse. Donc effectivement c'est c'est beau mais ça me chagrine un peu ce genre de message parce que mon mec m'a sorti ça à un moment donné aussi et je lui dis non, j'ai envie que tu te sortes par toi-même. Je suis hyper heureuse que je t'apporte des trucs mais enfin voilà, ça fait porter aussi une responsabilité à l'autre de se dire merde, si je suis pas là, si je m'absente, s'il se passe quoi que ce soit, il se passe quoi pour l'autre quoi.
Enfin, non, oui, la faire dépendance personne s'en affective, sortira c'est pas le must. Voilà, c'est Bah, pas. je dis beaucoup à Faye aussi, mais il faudrait. Maintenant que vous me le dites, je vais arrêter Faut de faire le dire. attention parce que en fait en soi je conçois que des fois le fait qu'une personne ait fait basculer un peu ta vie et tu t'es ouvert un peu la voie à des choses meilleures, ça existe, hein, mais ne pas on va dire cristalliser ça et dire ah ben c'est toi mon seul phare dans la nuit, et essayer de se dire ok, en fait je suis aussi capable de faire les choses tout seul et de me gérer, et voilà, c'est bien aussi parce que bah ça enlève ouais comme tu disais ça enlève un poids en fait aussi sur l'autre qui ne se sent pas forcément libre après de c'est ça. Et puis juste t'imagines t'as un peu la vie de quelqu'un entre tes mains, c'est quand même compliqué parce que si t'as une critique à lui formuler, ça peut prendre des grosses proportions, etc. Enfin après ça peut aussi vite virer toxique, on va dire, sans dire que James enfin tu es dans un truc toxique bien sûr, mais c'est toujours bien d'être vigilant par rapport à ça, de se dire ok bon tu t'as été d'une importance assez majeure dans ma vie, mais je peux aussi moi réussir à continuer tout seul quoi, ou toute seule, et c'est bien quoi. Et comme Faye vient de me dire, parce qu'elle me parle sur Messenger en même temps, on dit pas trop parce que c'est à moi d'en parler. Donc je regardais juste le clip, vraiment le clip Fate of Ophelia de Taylor Swift. Il est magnifique, il fait de référence à plein de il y a du Marilyn Monroe, il y a du enfin il y a plein de rêves. Le clip est magnifique. Rien que pour le clip, franchement, au moins jetez un coup d'œil, même si vous aimez pas trop Taylor Swift. Rien que pour cet imaginaire et ce clip-là, il est vraiment très beau. Donc allez-y, vous le choperez plein de rêves si vous aimez bien les rêves culturels. Il y a plein de trucs. Et puis malgré tout, c'est bien de mettre en valeur une meuf qui a autant de succès. Pour une fois, je crois que je sais pas si je l'ai partagé à Sophie, mais il y a un réel d'un artiste qui m'a beaucoup fait rire. C'est oui, vous en avez marre de tous ces rappeurs qui se font cancel, parce que là, rappelons que Nekfeu et la semaine dernière était arrêté. Il était en garde à vue par rapport à ces histoires de viol. Moi, j'aimais beaucoup Nekfeu. Bon, bah, maintenant, je n'écoute plus Nekfeu. L'Homme Pâle, c'est pareil. Roméo Luis, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup d'artistes. On se dit bon, bah, je vais arrêter d'écouter. Enfin, on va pas reparler de Neil Gaiman, même si les juges américains ont jugé que ah ben non, les faits ils sont pas passés aux États-Unis, donc vous avez pas le droit de porter plainte aux États-Unis. Donc voilà, bref, encore un mec violeur qui Neil Gaiman il a la palme. Ouais. Donc voilà. Je tiens à dire un truc, si vous avez envie de consommer de la musique ou de la littérature de gens cancel, bah achetez-les en occasion, ça leur fera pas de thunes, et puis au moins ça fait vivre. De quoi? Ou pirater. Ouais, ou pirater, ouais, effectivement. Voilà. D'ailleurs, sachez que certains artistes, quand ils sont fâchés avec leur producteur ou leur éditeur, des fois ils s'encouragent. Je connais un comme ça. Et quoique on parle de piratage, sachez que là en ce moment je suis en train de poncer les vidéos de Sylvain. Alors ça s'écrit SYLVQIN. Ah, c'est Sylvain, ouais, je sais pas comment, bref, voilà. Et il parle beaucoup de piratage, de monde numérique, informatique et de tout ça, et c'est hyper intéressant. Il fait ça vraiment bien. Et en fait, bah typiquement, moi, j'aurais bien aimé jouer à la version piratée de Hogwarts Legacy, pour des raisons évidentes que J.K. Rowling pue du cul. Et en fait, il s'avère que la personne qui a piraté Hogwarts Legacy pue du cul également, mais genre d'une violence. Elle s'appelle Empress, et elle est d'accord avec J.K. Rowling, donc déjà c'est pour vous dire le niveau. Et elle a juste piraté son jeu parce qu'elle considère que c'est son job de pirater les choses, mais elle a pas l'esprit pirate vraiment sympa. Elle a vraiment le côté où elle se fait beaucoup de thunes. Elle a
créer une espèce de secte et tout. Enfin, une dinguerie que je connaissais pas du tout, l'univers des pirates, on va dire, de manière générale. Mais du coup, je vais juste pas jouer au jeu, tant pis. Mais j'étais assez impressionnée de voir ce genre de choses, quoi. Après, en général, quand un jeu marche ou un film marche, t'as plusieurs personnes qui piratent. Alors pas sur ce type de jeu-là, parce que en fait c'est un. Ils sont un DRM qui a globalement, elle est quasi la seule à pouvoir les pirater. Enfin, ils sont vraiment très très peu. Et donc malheureusement, si t'as une copie de Hogwarts Legacy, il y a genre 98% de chances que ce soit Empress qui l'ait piraté. Donc c'est un peu parce qu'elle est vraiment douée en fait. C'est ça qui fait chier en plus. Et du coup, je vous renvoie vers la vidéo les vidéos de Selfkin parce que c'est vraiment passionnant et du coup, il arrive à vulgariser tous ces univers-là très très bien. J'espère qu'il est pas cancel. Non, il est très cool. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sa dernière vidéo, elle était trop bien. Je l'ai pas encore vue, je crois. Ouais, j'ai pas vu encore. C'est un mec. Elle est trop. Ouais, ça a l'air. Mais vraiment, il fait chier à faire des trucs. Ouais, et il utilise pas d'IA dans ses travaux d'ailleurs. Ouais. Il fait vraiment tout en 3D lui-même et tout. Enfin, c'est chiadé comme travail. La dernière, elle est toute animée et il a fait appel à un animateur avec qui il a rémunéré. Donc. Non, c'est quelqu'un de plutôt bien pour l'instant. Je suis désolé, je fais des discrétions. Je vais pas donner son nom parce que je vais pas. Enfin, je pourrais lui faire de la pub parce que son travail est méritant et qu'il est cool. Mais on a découvert avec Faye un petit vidéaste, il a beaucoup d'abonnés quand même, qui raconte bien je vais pas vous donner le thème de ce qu'il fait, mais on était très content de découvrir ce mec. On commence à découvrir sa chaîne et tout, et au bout d'un moment on découvre qu'il utilise à balle de trucs d'IA, mais vraiment à balle. Et que dans les commentaires il y a plein de gens qui lui disent ouais, ton travail il est cool, mais bref, arrête l'IA quoi, parce que c'est abusé. En plus, il l'utilise vraiment beaucoup. Et il est là, oui, mais moi j'ai pas d'argent, je peux pas payer un illustrateur. Il y a des images libres de droit en fait, juste. Voilà, où tu racontes des trucs rascables, tu te fais pas chier à ou juste. Franchement. Vraiment des images libres de droit, il y en a tellement. Bon, maintenant c'est en train de se faire un peu overwhelmed par les images IA, mais quand même t'as toujours moyen de trouver une illustration de base. Après, si tu vas sur des sites dédiés, maintenant ils ont tous, la plupart en tout cas, Freepik et la part que j'utilise, moi ils ont intégré, t'as juste à décocher IA et tu n'as pas d'image IA. Ok, c'est bien ça. ça. Après c'est sûr que si tu fais ton marché sur Pinterest, il y a pas le Pinterest, c'est pas le libre de droit. Oui. C'est ça, c'est pas non, quand je parle de libre de droit, c'est vraiment de chercher des images vraiment libres de droit, pas d'aller sur Google et de faire image de chien, parce que ça ne marche pas comme ça. Après, ceci dit, sur Google, tu as une option où tu peux régler à mais il faut un petit peu fouiller. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que de taper un prompt dans ChatGPT ou quoi, peu importe. Bref, l'IA, ça pue. Après, je sais pas, parce que non seulement l'IA, ça pue dans le sens que ça vole le travail des artistes, mais en plus, souvent, c'est moche. Quand tu vois le prompt et le résultat, tu fais... Mais du coup, ça se voit en plus. En fait. Mais oui, puis ça n'a aucun intérêt, vraiment. Donc, bref. Mais bon. Sophie, est-ce que t'as une reco ? Ouais, j'en ai une marrante. C'est le film qu'on s'est maté avec mon mec hier. Alors, il a une fiche Tannerland, donc ça dit tout, j'ai envie de te dire. Mais c'est un super film. Si vous n'avez pas le moral, si l'actualité vous déprime. Oh non, ça va. Super actu en ce moment, je trouve. Il y a des trucs qui sont marrants, comme ce qui se passe. Oh finesse, mais quelle angoisse. Je te jure. Les mecs, c'est vraiment des clowns. Les Français, ils ont l'air de déprimer. On va leur faire une petite. Non, mais c'est ça, en fait, ils ont l'impression qu'on s'ennuie trop, là. Mais ce qui paraît, j'ai vu sur Blue Sky, c'est déjà devenu une expression. Il y a quelqu'un qui disait qu'il était pas venu à son, je sais plus.
Je sais plus ce qu'il a fait, mais il a dit oh excusez-moi, je vous ai fait une cornue. C'est sûr. C'est sûr que ça va rester. Je pense que la photo du gouvernement va devenir un mème. Mais je crois que c'est le record de. Je crois que c'est le record de gouvernement. Ils ont battu la 4ème République, qui est réputée pour être la République la plus instable en termes de gouvernement. Mais on n'a pas battu la Belgique, qui a eu, je crois que c'était 9 mois sans gouvernement. Oui. Voilà. Et ça se passait bien. Et en plus de ça, les Belges disent que c'était la meilleure période de leur vie. Ce que j'avais à dire, c'est que ça se passait bien. En plus, franchement, nous, on devrait continuer comme ça. Pas de gouvernement. Rappelons que Macron n'a pas voulu de gouvernement de gauche parce qu'il voulait garder la stabilité. Oui. Oui. Non, mais on sait. Pendant ce temps, l'Espagne redresse toute son économie avec son gouvernement de gauche. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour revenir à ce film, il s'appelle The Cat, ou alors Karate Cat, ou alors The 1000 Years of Cat. C'est terrifiant. Il nous vient de Hong Kong, il date de 1992, et le nom du réalisateur, c'est Nam Ne Choi. Ou alors, qui se dit aussi Nwag Ke Lam. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 orthographes complètement différentes. Et du coup, le principe, c'est en gros, t'as une princesse, donc une jeune fille, et son chat qui est censé être un général. Et elle est accompagnée d'un vieux monsieur qui est censé être, je sais plus ce qu'il est, mais bon, voilà. Et en gros, ces 3 personnes viennent d'une autre planète. Donc, ils ont un peu des pouvoirs. Du style, le chat et la fille arrivent à voler. Et le grand-père, je sais plus ce qu'il fait. Mais bon, bref, voilà, ils ont des super pouvoirs. Et ils croisent la route d'un romancier, collectionneur d'œuvres d'art. Et en fait, le truc, c'est que le chat vole des œuvres d'art qui, en fait, sont pas des œuvres d'art, sont des artefacts, pour pouvoir retourner chez eux. Et ils sont pourchassés par une entité extraterrestre aussi, qui est, alors, on va dire que c'est une espèce de réunion entre le blob et Alien. Parce que son sang est acide, et elle produit de l'acidité, cette créature. Et en même temps, elle se développe, elle grossit comme le blob, quoi. Donc, voilà. Mais, alors, le film, c'est du grand n'importe quoi. Tu comprends pas pourquoi un romancier mène une enquête et les polices l'écoutent. En mode, vous avez dit quelque chose, monsieur. Tout le monde s'arrête, il a dit quelque chose, les gars. Dans Arabesque, ça marche bien, hein. Ou pourquoi les policiers font affaire avec des trafiquants d'armes, mais vraiment en mode, t'as l'impression d'être à... C'est Hong Kong. C'est Hong Kong. Ouais, c'est Hong Kong, c'est vrai. C'est vrai qu'après coup, je suis en train de me réfléchir, je me dis, effectivement, il y a beaucoup de films de Hong Kong avec de la collision entre flics et machin, gang et tout. Et mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu nawak. Il y a un combat entre un chien et un chat dans une décharge qui fait penser vachement à Freddy 3, mais qui est incroyable en même temps. Ça dure super longtemps, et du coup les scènes de combat qui durent super longtemps, vraiment tu fais, mais en fait c'est tellement long et tellement nawak que ça devient de l'art, quoi, quelque part. La créature, en plus, il y a des phases où elle commence à faire un peu plante, un peu machin, et vraiment tu sens que les mecs ils se sont fait plaisir. T'as plein de techniques d'animation différentes qui sont mises en place, et c'est beau visuellement, je trouve ça beau en vrai. Voilà, faut que Feu, par exemple, elle le regarde, parce que elle qui adore les SFX, là, franchement, t'es dans une pâtisserie et t'as tous les goûts, quoi. Tu vois, c'est vraiment très cool. Et vraiment, voilà, on s'attache à ces personnages, même si tu ne comprends rien à leur histoire. Et c'est vraiment un bon enfant, même s'il y a pas mal de gens qui sont défoncés. Et vraiment, cette créature de méchant, elle m'a captivée, parce qu'il y a même un côté The Thing. À un moment donné, elle récupère des têtes de flics. Elle a tué des personnes qu'elle a tuées. Et elle les porte. Et du coup, t'as fait plein de petites têtes qui se baladent. Et vraiment, il y a une imagerie, des fois, d'un espèce de mélange entre l'imaginaire d'Occident qui rencontre l'imaginaire oriental. Et vraiment, je trouve ça assez cool. Voilà. Alors, il y a des scènes complètement perchées. Mais voilà, c'est un film qui ne laissera pas indemne, on va dire. Et on passe un bon moment. Voilà, devant. On s'amuse, on rigole. Il y a quand même, à un moment donné, un chat qui traverse, du coup, le chat magique qui traverse une vitre et qui laisse une empreinte de chat. Voilà, rien que pour cette scène, regardez ce film. Avant de passer la parole. Moins 2 heures. Pour les films asiatiques, des fois, c'est long. Là, il dure 1h24. Voilà.
Avant de passer la parole à Diane, j'avais juste envie de dire un truc. On avait un peu recommandé les frères Menendez, enfin la série des frères Menendez, et on avait un peu, moi j'avais, enfin il y a certains côtés de Dahmer que j'avais bien aimé. Donc la série de Ryan Murphy, les frères Menendez aussi c'est pareil, c'est une série de Ryan Murphy qui était sur Netflix. Vraiment la série de Ed Gein, mais vraiment vous partez à l'opposé en courant. Vraiment, je n'ai absolument pas compris ce que Murphy a essayé de faire. C'est bourré d'incohérences historiques, mais d'incohérences. Enfin, c'est même pas des incohérences. Il dit des trucs qui sont factuellement faux. Il sous-entend que Ed Gein a aidé le FBI à arrêter Ted Bundy, alors que Ed Gein il était déjà interné en hôpital psychiatrique à l'époque. Et il avait pas contact avec l'extérieur, quoi que ce soit. Enfin, bref, il y a des. Enfin... Ah, mais est-ce que il a pas un peu paraphrasé et extrapolé de ouf à partir du fait que tu sais ce qu'on voit dans Mindhunter? Oui, mais il refait. Il y a un épisode qui est c'est Mindhunter. Les deux persos de Mindhunter arrivent et vraiment il a repris Mindhunter. Et c'est Manhunter. Il a refait Manhunter. Il refait Texas Chainsaw Massacre. Il refait Psychose. Il refait, enfin, tous les trucs que Ed Gein, pour les gens qui ne sauraient pas, Ed Gein, on en avait parlé dans Comedy Discovery. C'est un mec qui a tué 2 personnes et qui a déterré plein de corps et qui s'est fait un costume de femme avec de la peau humaine. Et en fait, c'est un fait divers. C'est un des premiers gros faits divers des États-Unis qui a marqué une grosse partie. Enfin, il y en a eu plein d'autres, mais vraiment, c'est celui qui a éclaté et qui a marqué beaucoup les États-Unis. Et la pop culture. Et la pop culture genre Psychose, c'est lui la principale inspiration de Psychose. Oui, Psychose est totalement une inspiration de lui. Hannibal, pas Hannibal Lecter, mais le tueur dans du Silence des Agneaux, c'est censé, mais et il refait le Silence des Agneaux, il refait la scène mythique de Ted Levin du Seigneur des Anneaux pour les gens, du Silence des Agneaux pour les gens qui ne sauraient pas. C'est un monsieur qui danse devant une certaine musique, il y a la même musique, il y a la même danse, il y a la même enfin bref. Ouais, en gros, il s'est fait une saison d'American Horror Story, quoi. Parce que dans American Horror Story, t'as un peu ça, de citer d'auteurs. Mais il sous-entend tout ça d'une façon factuelle. En plus, il sous-entend donc enfin, il sous-entend. Ed Gein était peut-être schizophrène. Je sais pas, je suis pas expert en. Ça peut se vérifier très vite. Mais il y a tout un traitement de la maladie mentale qui est vraiment mal écrit. Il y a tout un traitement de la transsexualité qui est vraiment mal écrit, vraiment. Mais ne regardez pas cette série. Transidentité, tu veux dire? Ouais, non, parce qu'en fait il y a un personnage de transsexuel et il y a une espèce de lien avec Ed Gein, alors que il est pas, enfin Ed Gein n'est pas transsexuel du tout. Enfin, il le dit à un moment qu'il est pas transsexuel, qu'il est c'est un autre terme, mais qu'il n'y a pas de lien avec le fait de vouloir changer de. Et ils le disent, oui, que les transsexuels ne sont pas les gens violents, que c'est souvent ce sont eux qui subissent la violence, et que c'est très très peu l'inverse. Alors, j'ai pas son dossier là, j'arrive pas à avoir l'info. Mais déjà, vu sa relation avec sa mère, moi je pencherais plus sur la psychose. Ouais, il y a que la schizophrénie. Mais vraiment, ne regardez pas la série de Murphy, et pourtant, j'adore Charlie Hunnam, mais je sais pas ce que Charlie Hunnam est allé foutre dans cette série. Ça ressemble pas du tout physiquement à. Ils lui ont fait une espèce de. C'est un physique particulier, Ed Gein. Hein. Oui, c'est Ed Gein mais en beau gosse, c'est un peu à la Charlie Hunnam, quoi. Enfin, il ne roule pas du cul comme dans Son of Anarchy, mais il pourrait. Vraiment, enfin cette série est éclatée, vraiment éclatée au sol. Enfin, ne la regardez pas. Déjà, Jeffrey Dahmer, j'avais eu beaucoup de problèmes parce que je trouve qu'il romantisait le personnage de Jeffrey Dahmer. Alors qu'il y a pas, c'est un mec qui a buté des gens et qui les a bouffés. Enfin,
tu ne romantises pas ce genre de personnage. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec Murphy. Je trouve que déjà dès Nip Tuck, il y avait des problèmes. Je trouve que la première saison d'American Horror Story, à l'époque, j'avais adoré, mais maintenant quand tu regardes, tu te dis mais ça romantise un peu comme le. Ah oui, les tueurs de Columbine, le personnage de Tate vraiment est romantisé de ouf, alors que c'est un mec qui a fait une tuerie de masse dans une école. C'est pas quelqu'un que tu es censé romantiser. Enfin voilà. Ne regardez pas cette série parce que c'est n'importe quoi, vraiment. Enfin bref. Tout en disant oui, basé sur des faits réels, parce que oui, je vous raconte l'histoire de Ed Gein, alors que non, il raconte pas l'histoire de Ed Gein. Sinon, d'après Wikipédia, si apparemment il était diagnostiqué de schizophrénie. Peut-être, ouais. Oui, parce qu'il y a tout un moment où en fait il est guéri entre guillemets. Il y a tout un moment où il est guéri, mais comme il a été condamné à rester à vie en hôpital psychiatrique, il y a tout un. Après, il a aussi des troubles psychotiques et malheureusement, même si tu guéris la personne, c'est par exemple comme la bipolarité, à partir du moment où tout va bien, si la personne prend ses médicaments, mais il peut arriver des phases où la personne se sent bien et se dit bon j'ai plus besoin de médicaments. Oui. Et là, ça peut devenir la catastrophe, surtout si la personne a déjà tué des gens. Voilà. Oui, il a tué 2 personnes. Et puis il faut rappeler aussi le fait qu'aux États-Unis, t'as certains qui pratiquent l'auto-justice, et si tu libères la personne, t'es pas sûr qu'elle soit pas tuée. Il y a des cas aussi comme ça où ils ont gardé des fois plus longtemps les gens en prison parce qu'ils avaient peur qu'ils se fassent défoncer s'ils sortaient en fait, basiquement. Donc Enfin bref, voilà, ne regardez pas cette série. Diane, est-ce que t'as une reco? Oui, j'ai une reco. Du coup, moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est mon dernier coup de cœur webtoon. C'est Les Normaux de Janine Jansen chez Casterman. C'est un webtoon à la base, mais voilà, ça a été édité récemment. Et en fait, on est sur, justement, on parlait de monde imaginaire et tout ça. On est sur un Paris imaginaire avec que des créatures, donc des vampires, des loups-garous, voilà, toutes les créatures qu'on aime bien. Mais en mode actuel, enfin, genre ils ont des téléphones portables, ils vont au lycée, etc. Et en fait, c'est un peu dans l'esprit de Heartstopper, donc avec que des jeunes. Donc là, c'est des jeunes adultes, c'est pas des ados. On est sur voilà, le personnage principal, il a 27 ans, voilà. Donc on est sur des adultes qui sont tous plus ou moins un peu paumés dans leur vie. Est-ce que finalement c'est pas le récit de la vie d'adulte d'être paumé, voilà. Et qui voilà, vont créer des amitiés, des relations amoureuses, tout ça. Et donc là, le plot, c'est que en gros, on a Sébastien qui est un jeune marginal comme ça, qui vient d'emménager à Paris, dans ce Paris, on va dire, alternatif. Et en fait, un soir, il va dans un bar queer et tout. Et c'est pas dans ses habitudes, mais il va embrasser un garçon et genre, il y a des petites étincelles et tout, mais de suite il s'en va parce qu'il se dit non, c'est pas bien d'embrasser un inconnu comme ça, c'est pas cool. Et le lendemain, il ouvre sa porte et c'est le voisin d'en face. Donc du coup, c'est un petit côté un peu comédie romantique, très très rigolo, très léger. Franchement, ça fait trop du bien justement en ces temps compliqués. Ça fait plaisir de voir ça, et tous les personnages secondaires sont cool aussi. Genre il y a donc Sébastien, il a non, c'est pas Sébastien, c'est l'autre, le vampire qui s'appelle Elia. Elia, il a un groupe de potes meufs qui sont adorables. Elles vivent toutes en coloc, elles sont toutes rigolotes, elles ont toutes leur petite personnalité. Enfin, c'est vraiment un petit doudou. Donc voilà, jusque là, je
Je l'ai recommandé à pas mal de gens et j'ai eu des super retours, donc j'ose espérer que ça vous plaira aussi. Si vous avez aimé Heartstopper, en tout cas, c'est sûr que vous allez kiffer Les Normaux. Je sais plus si j'avais dit le titre, du coup c'est Les Normaux. Et voilà, et moi je le conseille parce que Heartstopper, ce que j'avais aimé, c'était vraiment toute cette vibe un peu cosy avec quelques petits dramas, mais ça reste très câlin, on va dire, comme série. Mais c'est quand même des ados et du coup je relatais pas avec leurs soucis, avec leur prise de, enfin voilà, ce qui leur prenait la tête et tout. Alors que dans Les Normaux, on est, voilà, je suis plus en phase avec ce qui se passe dans leur vie et je trouve ça très agréable. Donc voilà. C'est cool. C'est dispo chez Easter Egg ? C'est dispo chez Easter Egg, tout à fait. Et dans toutes les bonnes librairies. Et si jamais c'est pas dispo dans votre librairie, vous pouvez le commander sans problème. Et je rappelle, comme je l'ai dit la semaine dernière, que si vous voulez soutenir Easter Egg, vous pouvez, même si vous n'habitez pas sur Montpellier, commander et que vous distribuez via Mondial Relais partout. Tout à fait. Et si c'est pas dispo sur le site, vous pouvez nous demander sur Instagram à mettre un produit sur le site et on le fait en général dans l'heure et voilà, comme ça les commandes sont faciles parce qu'on n'a pas le temps de tout mettre sur le site, malheureusement. Donc, allez-y, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à les aider parce qu'effectivement en ce moment il y en a un peu besoin, surtout pour tout commandes de mail. Allez-y, faites-vous plaisir. Oui, tu voulais rajouter un truc ? Je veux juste dire que les temps sont durs pour la plupart des tout petits commerces et que même si par exemple voilà, Easter Egg c'est une cause parmi un peu tant d'autres, voilà, je veux pas cracher sur ma paroisse, mais voilà, essayez de penser un maximum pour les fêtes, etc. Peut-être prenez-y-vous un peu plus à l'avance pour commander dans des toutes petites librairies, dans des petits commerces et tout, plutôt que de choisir la facilité et de tout commander en ligne, quitte à même envoyer des gens pour vous si vous pouvez pas vous déplacer, etc. Parce que les temps sont durs pour un peu tout le monde et les problèmes économiques qui se passent en France ne sont pas en notre faveur, donc voilà. Merci à toi pour ce petit discours. Soutenez effectivement les petites librairies et les petits commerces, malgré le fait que aussi les éditeurs indépendants, oui, c'est vrai, et les artisans. N'hésitez pas aussi à aller faire des tours sur les salons. Moi, je vais faire Grimoire la semaine prochaine. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que, par exemple, moi je sais pas vous, mais je suis des artisans sur Instagram, TikTok, et ben sachez que oui, vous pouvez acheter sur la plateforme, mais la plateforme pour un pourcentage quand même assez salé, j'ai pu comprendre. Donc d'aller sur ces salons, que l'artisan en plus il paye son stand, donc il faut bien l'aider à rembourser, mais vous ne payez pas les frais de port, etc., la pourcentage que prend la plateforme, donc c'est moins cher pour vous et c'est mieux pour l'artisan. Et les petites maisons d'édition, malheureusement elles peuvent pas être présentes en librairie en stock, donc c'est un moyen d'avoir l'œuvre, et en plus en général il y a des auteurs en dédicace. C'est ça, et puis ça permet de discuter avec les gens, les artisans et tout, et c'est cool. Après bon, c'est sûr, si vous avez de l'anxiété sociale, vous n'êtes pas obligé de leur parler, vous pouvez juste leur tendre l'argent et récupérer le produit en étant très désagréable, c'est pas grave. Après, il y en a de plus en plus qui comprennent. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, je fais de la team, partie de la team de s'il n'y a pas de eye contact, je vais pas vous parler. Ouais, carrément. Voilà. Bon, après, il y a toujours des mecs un peu vieux de la vieille qui sont en mode je suis le vendeur de tapis, j'aime pas avec tout le monde, mais oui, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, il y a quand même de plus en plus de gens qui comprennent qu'on n'est pas tous hyper à l'aise et que ça va bien se passer, on va dire. Après, le casque anti-bruit, ça marche dans toutes les situations. Absolument. Même le casque déjà de base, c'est un bon signal pour dire j'ai pas envie de parler. Ça. Ah, ou la capuche. Oui, c'est vrai. J'ai vu des vidéos de mecs qui parce que ça se fait encore les pick-up artistes. Je croyais que c'était fini, mais non, ça continue.
et de mecs qui abordaient des meufs qui avaient des écouteurs en pleine rue. Ça ne marche pas. Vous faisiez comment? Et qui leur faisaient arrêter leur musique, tout simplement. Genre, il leur arrache les écouteurs? Non, il lui attrape l'épaule et il lui parle, quoi. Donc, moi, dans ces cas-là, je laisse ma musique dans mes écouteurs, hein, sachez-le. Selon l'atmosphère, ça changera totalement la discussion. Voilà. Ouais. Bien souvent, j'ai du métal ou de la musique de film d'horreur, donc voilà. Mais après, ma technique pour vous débarrasser, je l'ai déjà dit, mais pour vous débarrasser d'un mec collant dans la rue, si vous écoutez des podcasts de faits divers, vous répétez ce que vous avez entendu, voilà, de true crime, et vous en parlez avec un regard bien illuminé. En général, le mec se barre au bout de 5 secondes. Voilà. Mais tout le monde n'écoute pas des true crime ignobles comme toi. Sinon, oui, c'est vrai. Pensez au truc le plus ignoble et dites-moi, elle va fuir, voilà. Et si le truc le plus ignoble que vous avez en tête, c'est mettre des frites dans un McFlurry, et ben c'est pareil, ça peut peut-être marcher, on sait jamais. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. On va finir sur que vous croyez que l'urine guérit de tout. Ça peut aussi marcher peut-être. Oh, putain. Mais après, vous allez tomber sur des fétichistes chelous aussi. Hein. Il y en a qui sont capables de. C'est vrai qu'il y en a qui sont. J'ai vu une vidéo horrible. Je crois que j'ai voulu la liker dans notre converse de groupe avec Yann et personne n'a voulu la mettre. D'un mec en manif à un endroit où il y a tout le monde qui pisse, qui pose un gobelet, qui attend des gens qui pissent dedans, qui va récupérer le gobelet et qui le boit. C'est là, hein? What? Bref. Le pire, c'est que médicalement, apparemment, c'est pas tant un problème de faire ça, à moins de le faire genre de manière hyper répétée, quoi. Oui, non, mais enfin, tu ne bois pas de la pisse de gens que tu ne connais pas. C'est répugnant, mais on est répugné par nos propres fluides. Et apparemment, il y a une raison à ça. C'est à cause du choléra. Avant que les épidémies de choléra soient répandues, tu l'as déjà dit, je crois. On n'est pas dégoûté. Moi, je sais que si vous êtes pris dans une avalanche, faire pipi, c'est bien. Parce que comme ça, vous connaissez si vous avez la tête en bas ou la tête en haut. Donc, si tu te pisses dessus, que tu as la pisse qui te tombe sur le visage, c'est parce que c'est que t'as la tête en bas, quoi. Ouais. Mais au moins, tu commences pas à creuser. Dans le mauvais sens. Et ouais. C'est pas faux. Ça fait un peu la neige, j'imagine. Je suis désolé de ces digressions. On avait dit 20h30 pour Sophie, et il est 41. Oui, bon, c'est pas grave. Ouais, on va vous laisser. Moi, je vous rappelle qu'il y a toujours Linktober, Linktober de Diane, puisque c'est Diane qui l'a mis en place. Et je suis déjà à la bourre parce que j'avais dit que je ferais 2 dessins des 2 thèmes. J'en ai fait un pour l'instant. Et je me suis lancé dans un truc beaucoup trop. Comme d'habitude. Comme toujours, James. Mais c'est pas grave. Et ça fait 4 fois que je relance ce truc, et du coup il y a les 3 prochains thèmes qui ont été lancés, et moi j'ai décidé que je faisais tous les thèmes, donc je vais finir celui que je suis en train de faire, et puis je crois que les thèmes de cette semaine c'est chien, horreur et cité, et le 3e cité. Tu veux faire un chien de cité en horrifique? Tu peux faire un chien de bataille, effectivement. C'est pas White Dog, les histoires des chiens qui étaient utilisés par les gros racistes pour attaquer, voilà, une histoire comme ça avec le chien qui se retourne contre le gros raciste, et voilà. Bonne idée, très très bonne idée. Ça se passe dans une ville, voilà. Mais, ouais, carrément. Je vais me contenter d'essayer de dessiner Bulma. Non, je vais pas faire ça parce que ça va être très moche. Je sais pas ce que je ferai, mais allez sur mon Instagram et allez sur l'Instagram de Easter Egg pour voir toutes les dingueries que les gens ont postées. Puisqu'il y a plein de gens qui ont posté des trucs magnifiques. Ouais. Beaucoup mieux que moi, que ce que j'ai fait avec Sketch. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est de s'amuser, c'est pas de comparer avec. Parce que évidemment, à Easter Egg, on a des artistes qui sont genre illustrateurs de cartes Magic, donc forcément le niveau il est élevé, mais on fait ce qu'on veut tant qu'on se fait plaisir. Moi j'ai fait les petits sketchs. Hein? Tu l'as posté sur quoi? Sur Baba Yabooks, le mien. Ah ok, moi j'avais pas vu. Je regarde. C'est pas grave. Et Julien il le fait? Non, Julien il fait Linktober normal. C'est un normie, voilà.
Et en plus, il le poste qu'en story. Donc, allez sur Caravansérail si vous voulez voir les trucs en story. Je sais pas s'il l'a posté en story. Je sais pas si cette année il a encore eu le temps de le faire parce qu'il a eu beaucoup de choses avec ce début du mois d'octobre, mais oui, c'est possible. En tout cas, il le fera en story. Ok. Bah, allez, faites votre Inktober. Et Ranma a repris. Si vous suivez la série, et si vous suivez pas la série Ranma 1/2, c'est que vous avez loupé votre vie. Mais Ranma 1/2 a repris et c'est trop bien. Remater Ranma, c'est le meilleur animé de ces derniers temps. Ça fait un bien fou. Moi, je l'ai vu à midi. Ça m'a. C'est parfait. Bref. Ouais. Parfait. Très bien. Sur la semaine prochaine, on fait quoi? Je sais même plus. C'était une couverture un peu chelou quand j'ai regardé le programme, j'ai vu un truc avec une couverture un peu flippante. C'était pas Creepshow, mais je me suis... Ah, je sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Parce que ça devait être Creepshow, mais ils l'ont mis à 2026. Ah. Donc... sinon, on va dans une machine à aller... Ah, mais si, c'est là où on devait faire. Peut-être qu'on fera Carnaval de cadavres. Un truc. Mais il faut que je redemande à Delcourt qui m'envoie le PDF. Oh, les enfants, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Mais je pense qu'il y aura Sophie parce que c'est Mike Mignola qui lit des récits d'horreur. Je pense qu'on peut pas faire de ça sans Sophie. C'est pas possible. On vous fait des bisous. Merci Diane. Merci à vous deux aussi. Et, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.